Bien le bonjour à tous chers cinéphiles et tout d'abord une excellente année. Je tenais d'abord à m'excuser pour la pause assez longue des fêtes de fin d'année, mais entre le boulot, les fêtes, etc., je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper des vidéos pour la chaîne. Et donc comme je l'ai mis sur les onglets communauté des différents réseaux de la chaîne, avant de sortir la vidéo tristement d'actualité, même si ça va faire un petit mois maintenant sur 12 Kawa avec notre nouveau format rap et cinéma, j'avais l'idée de faire un petit topo de mon année cinéma de l'année dernière, à savoir combien de films j'ai vus, de quel pays, de quelle époque, sur quel format, et quels sont mes coups de cœur, on va dire, par type de visionnage. Avant de commencer avec les coups de cœur, je te laisse le choix, là, maintenant, de suite, de choisir le sujet du prochain Talaref en commentaire. Tu as le choix entre Talaref Mulholland Drive et Talaref Platoon. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire lequel vous voulez entre Mulholland Drive, je répète, un Talaref Mulholland Drive ou un Talaref Platoon. Et maintenant, on commence la vidéo. Et donc pour ce faire, on va s'aider de ce magnifique outil qu'est Letterboxd. Si vous voulez me suivre sur ce réseau, les liens sont tout simplement dans la description comme à chaque fois. Et donc on commence avec les stats avant d'arriver sur les coups de cœur. Donc comme on peut le voir, l'année dernière j'ai vu 101 films, un total de 156h40. 101 films, on en parlait la dernière fois avec Camille et je pense que on a passé l'âge en fait de se donner un objectif de il faut voir au moins un film par jour, c'est-à-dire en grosso modo au moins 365 films dans l'année. C'est un objectif qu'on avait quand on était plus jeune, notamment au lycée. Le temps le permettait, on va dire plus que maintenant. Maintenant, avec la vie d'adulte, la vie active, le travail, parce que ce n'est pas notre métier, les vidéos qu'on vous propose, on n'est pas payé pour ça, c'est sur notre temps libre. Donc bon, à moins de n'avoir aucune vie sociale et de passer son temps à voir des films, c'est complètement impossible, de 1. Et de 2, aussi avec le recul, on s'est rendu compte que la course à voir beaucoup de films n'apportait pas grand-chose, tout simplement parce que quand on regarde un film par jour, voire plus, à un moment donné, on peut ne plus avoir le recul nécessaire sur ce qu'on vient de voir. Les films n'ont pas le temps de maturer en nous. Là où, pour le coup, quand c'est un peu distant et qu'on voit aller 2 films par semaine ou 1 film par semaine, pour le coup, les images ont le temps de nous travailler, le film a le temps de nous travailler, on a le temps de se renseigner dessus, de voir ce qu'a fait l'auteur, de regarder des bonus si on l'a sur Blu-ray ou DVD, etc. pour prolonger le visionnage du film, chose moins possible et un peu plus fastidieuse quand c'est vraiment l'usine à regarder. Donc sur ces 101 films, le premier de l'année, ça a été Shrek, un petit revisionnage, et le dernier de l'année, ça a également été un revisionnage puisqu'il s'agissait de Gladiator, premier du nom, réalisé par notre cher Ridley Scott, un 23 décembre. Sur les pays qui ressortent par cette année de visionnage, il y a la France, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, le Canada, le Portugal, la Pologne et la Suède. Globalement, ensuite, si on redescend, pim pam 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 pam, normalement il y a la carte du monde, voilà. Donc ce qui est bien avec Letterboxd, tout comme avec Cinelounge, c'est que de manière visuelle, on arrive à voir, ça c'est cette année pour le coup, le panel cinématographique de ce qu'on a vu, voir s'il y a des dominantes. Là on voit quand même que c'est très axé Europe centrale et Amérique du Nord. L'objectif étant, chaque année, c'est un peu compliqué, mais j'essaie de diversifier un peu les visionnages. Parce que là, si je vous mets pour le coup les mêmes stats, mais sur toute ma vie de cinéphile, vous allez voir que c'est un peu plus, tac, que c'est un peu plus varié. Tac, on descend, on descend, voilà, hop là, pardon. Voilà, donc on voit, si j'arrive à dézoomer, c'est ce qui serait bien. Voilà, donc on voit déjà que, on va dire, de base, je m'aventure quand même dans des terres assez lointaines. Et après, tout dépend des années. Parfois, on est un peu sur des moods africains, d'autres sur des moods asiatiques, sud-américains, européens, etc., pays nordiques. Donc voilà, il y a quand même une certaine différence. Après, c'est des choix, des opportunités de visionnage. Mais chaque année, j'essaie quand même de diversifier au maximum mes visionnages. Après, pour ce qui est des décennies, malheureusement, il n'y a pas sur les stats là de l'année, je ne les ai pas. Même si après sur le total, on a à peu près la répartition par époque. Mais j'ai quand même essayé de varier
Cinéma assez ancien, plus récent, gros ventre mou des années 60 jusqu'à 90, on va dire. Et donc globalement, voilà, c'est mon année de cinéma. Ensuite, sur les supports de visionnage, du coup, j'ai vu 27 films sur MyCanal, qui a été la plateforme principale sur cette année, sur laquelle j'ai pu voir pas mal de films qui ne sont pas spécialement sur Canal+, mais avec, on va dire, MyCanal, vous avez les autres plateformes, que ce soit même Arte, France Télévisions, etc., qui sont regroupées après dans des possibles replays, etc. Donc c'est vraiment la grosse part de mon visionnage. Ensuite, de films en Blu-ray, j'en ai vu 26, donc ce qui est déjà bien, comptant les revisionnages et revisionnages à chaque fois. Ensuite, Disney+, 17, c'est surtout au début d'année quand j'ai enchaîné pas mal les Silly Symphonies avec ma nièce, donc ça monte très rapidement quand il y a des courts-métrages, sinon je n'en ai pas regardé tant que ça sur la plateforme. Sur mon ordinateur, entendez par là... J'en suis à 10. Donc ça va, je reste quand même assez raisonnable. Télévision 5, Netflix 4, la Cinétech 3. Je suis allé 4 fois au cinéma, ce qui est très peu. Mais maintenant, je suis plus enclin à regarder, à rattraper du patrimoine et à fouiller un peu dans les méandres du cinéma, plus que d'aller voir des actualités, sauf si vraiment il y a un film dont j'entends énormément parler en bien par des gens de confiance, ou alors qui, de base, me faisait extrêmement envie. On le verra dans les coups de cœur par format. 2 films sur HBO Max, ce qui est très peu, mais bon, assez correct. 2 films sur YouTube, ça en général, c'est plus des vieux films tombés dans le domaine public. Un film sur Amazon Prime, plateforme avec laquelle j'ai énormément de mal. Déjà maintenant que c'est rempli de pubs, et même de base, l'interface est vraiment dégueulasse. Faites un effort s'il vous plaît, Amazon, prenez exemple sur les autres. Qu'on aime ou pas Netflix, c'est quand même beaucoup plus lisible et beaucoup plus instinctif que Amazon Prime, qui est, je pense, en plateforme SVOD, une des moins bien branlées de l'offre actuelle. Et un film sur Vimeo d'un réalisateur indépendant qui m'avait envoyé son film pour que j'en parle sur Sens Critique. Dominante de plateformes que je n'avais pas spécialement quand j'étais sur Paris. J'avais ces plateformes, mais j'allais beaucoup plus au cinéma avec la carte UGC illimitée, avec une offre aussi de projection bien plus importante que là dans le sud à Nîmes. Et deuxièmement, il y avait également le vidéoclub de la Butte, dont je vous rabâche les oreilles H24. Mais qui, on va dire, faisait les 3/4 de mes visionnages de l'année. Donc, en parlant de cinéma, passons au coup de cœur, on va dire, de l'année cinéma. Avec, vous l'avez compris, il y a 2 vidéos qui sont consacrées dessus sur la chaîne. C'est un film que j'attendais avec impatience, qui ne m'a pas déçu. Je suis allé voir le premier jour de la sortie, je suis allé le voir 3 jours après avec des amis qui ne l'avaient pas vu. J'ai acheté le Blu-ray Day One alors que j'étais en vacances, tellement ce film m'a passionné. Il s'agit bien sûr de Tardes de Soledad. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, 4 étoiles et demie sur 5. Et encore, j'aurais pu mettre un 5 tellement le film m'a transporté tout simplement. Ça a été la porte d'entrée pour moi du cinéma d'Albert Serra. Et je dois dire que je regrette absolument pas d'avoir ouvert cette porte. C'est que dire, le film est dingue, je ne vais pas plus m'étaler que ça puisqu'il y a déjà 2 vidéos consacrées sur la chaîne dont je vous laisse les liens en description ou en commentaire épinglé ou alors dans les petites fenêtres qui sont ici. Mais globalement, c'est l'expérience cinéma de l'année, voire même pour moi des 20 dernières années en termes vraiment de cinéma purement sensoriel. C'est fou. Le dispositif est complètement dingue, c'est un de ces films qui vous hante, c'est un film qui vous reste beaucoup, surtout dans le sensoriel, vraiment, qui vous happe, qui vous noue la gorge, le ventre, qui vous donne des frissons, le travail sur le son, l'image, enfin c'est fou, le montage, bref. Ce film est incroyable, que vous aimiez ou non le réalisateur, que vous aimiez ou non la corrida, que vous aimiez ou non Rocaray, qui est le personnage principal, regardez-le, c'est vraiment une expérience à voir. En salle, c'est le mieux, mais même chez soi, le film ne perd pas du tout au visionnage. C'est fou. Donc c'est vraiment mon premier coup de cœur ciné, même si je ne suis pas allé beaucoup de fois au cinéma. Mais ouais, clairement, chef-d'œuvre. Le deuxième, The Hourglass Sanatorium de Wojciech Has, désolé pour le nom si je le prononce très mal,
ou alors il s'appelle, on va dire, La Clepsydre en français. Donc là, c'est une ressortie, tout simplement, pour laquelle je remercierai le Sémaphore Cinéma de Nîmes, qui l'a diffusé. Et que dire, je pense que c'est le film, un des films, si ce n'est le film, où les décors sont les plus audacieux, où la liberté de création est la plus dingue, où vraiment le cinéaste prend des libertés folles, avec un postulat de base où on suit concrètement un fils, globalement, hein, qui va dans un sanatorium pour y retrouver son père, sauf que très rapidement, le sanatorium est très bizarre, très étrange, et devient labyrinthique sans aucune explication logique. Et le spectateur se perd en même temps que le personnage principal dans ces dédales de pièces qui n'ont ni queue ni tête, où on passe d'un placard qu'on ouvre qui mène sur une plaine avec des soldats napoléoniens, sur laquelle s'est effondré un bateau pirate. Une fois que le personnage rentre dans le bateau pirate, il se retrouve dans une ville un peu mise à sac avec des gens qui boivent et qui baisent un peu dans tous les sens. C'est là encore une expérience assez sensorielle également, mais qui surtout va déboussoler le spectateur et qui laisse sans voix. Le film c'est fini, j'étais en mode d'accord, c'était la découverte de ce cinéaste encore une fois, donc ça fait 2 découvertes de cinéastes en coup de cœur cinéma. Mais ouais, je ne vais pas trop vous en dire, à part vous laisser des images là, par-dessus lesquelles je parle, pardon. C'est très particulier, envoûtant, mystérieux. C'est aussi le genre de film qui vous hante après le visionnage. Quand on voit le film et les décors, etc., on se dit qu'un petit Bertrand Mandico s'est très certainement inspiré de la direction artistique et de l'univers de ce film. Donc si vous ne l'avez pas vu et que je vous ai donné envie de le voir, regardez La Clepsydre parce que clairement, c'est incroyable. Et le dernier coup de cœur cinéma, et sur ça, je dois remercier mon cher Camille qui me l'a chaudement conseillé, Sirat d'Olivier Lacks, bref, Olivier Lacks. Que dire, le hasard du calendrier a fait que le film est sorti en pleine préparation de la vidéo sur Le Salaire de la Peur et Sorcerer. Donc on va dire que j'étais un peu dans ce mood de road movie assez oppressant, quête initiatique, etc. Et c'est la raison pour laquelle Camille m'a dit connaissant tes goûts et ce que tu es en train de préparer là, va le voir. J'avais peur d'être déçu puisque d'autres amis me l'avaient très bien vendu aussi. Et donc c'est un peu contradictoire avec ce que je disais avant de si des gens de confiance me le conseillent, je vais le voir. Mais c'était la crainte de je pense que je peux aimer s'ils me le conseillent, mais j'ai peur qu'il me soit trop survendu et qu'après je sois déçu. Ce qui n'est absolument pas le cas de Sirat. Donc là aussi, je découvrais l'œuvre de Lacks, parce que c'est le premier film que je voyais de lui. Et c'est tout bonnement génial. Dans cette un peu caravane de l'étrange, avec un peu une dimension un peu à la Freaks de Todd Browning, voire même caravane de l'étrange à la Jodorowsky, avec une quête initiatique. On pense notamment à El Topo, dans ce groupe de personnes qui sillonnent un désert, avec des scènes très envoûtantes, parfois qui ne servent entre guillemets à rien, les scènes de trance sur de la musique électro, etc., où on est happé avec eux, avec ces grosses basses qui résonnent, et où on a envie de rentrer un peu en transe chamanique avec ces personnages, tout en essayant de trouver la fille de Sergi Lopez qu'il cherche avec son fils, puisqu'elle aurait disparu dans une rave party à la frontière du Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Et petit à petit, la folie s'installe un peu et surtout, Lacks joue avec les climax, c'est-à-dire qu'on pense qu'il va y avoir une dinguerie, elle n'apparaît pas, et au moment où on s'y attend le moins, paf, le contre-climax, si on peut dire ça comme ça, arrive avec la vraie fin de la scène, une fois que le spectateur avait un peu commencé à respirer. Et donc jouer constamment avec l'attente du spectateur sur ça, en se disant « tu penses que ça va être là ? Non, c'est là. » Et ben là, tu pensais que ça allait pas être là parce que avant c'était après, maintenant c'est maintenant. C'est pas très clair, mais bref, je me comprends. Donc c'était assez brillant, et ouais, dans ce road movie assez un peu crépusculaire qui se finit, on va dire, on laisse imaginer une sorte d'exode avec un possible conflit mondial qui arrive. Un peu de science-fiction là-dedans et d'anticipation au fond d'un drame familial.
Enfin, vraiment très très bonne découverte. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez Sirat. Passé les découvertes cinéma, on arrive au coup de cœur plateforme, avec dans un premier temps, et du coup c'est le seul film que j'ai vu sur Amazon Prime, mais quel film, Master and Commander de Peter Weir. Longtemps, en étant enfant, je sais pas, je médisais ce film par l'affiche, etc. Je me disais connement avec des raccourcis débiles. Oh, ça a l'air d'être un blockbuster un peu bas du front sur une guerre avec des bateaux, ça n'a pas l'air fou. Ma foi, pourquoi pas, mais bon, pas convaincu. Et après avoir fait un peu un cycle cinéma maritime, avec notamment Les Révoltés du Bounty, avec 20 milieux sous les mers, avec Pirates des Caraïbes dont j'ai parlé en vidéo sur des Talaref, je me suis dit pourquoi pas franchir le pas et passer sur Master and Commander. Eh bien, je ne regrette absolument pas mon choix parce que ça a été tout simplement une énorme claque en termes d'immersion dans le monde maritime, clairement, et un mélange entre l'intimité d'une compagnie sur un bateau, l'amitié profonde entre un militaire et un naturaliste, une découverte également de paysages incroyables, mais également une tension et un côté vraiment époustouflant et spectaculaire sur les scènes d'action, de bataille navale, et un peu de jeu de chat et la souris, pardon. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en gros, on suit, c'est pendant les guerres napoléoniennes dans l'Atlantique, où un bateau anglais est pris en chasse ou prend en chasse un bateau français qui martyrise la flotte anglaise. Et donc du coup, l'équipage que nous suivons, commandé par Russell Crowe, a pour mission de retrouver ce bateau, l'intercepter ou du moins le faire couler, mais bref, arrêter de couper l'hémorragie tout simplement à la base. Sauf que plein de choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc clairement, super film sur la marine avec des scènes de bataille incroyables, des revirements de situation très intéressants, une intelligence d'écriture et également de développement de personnages où on voit, on va dire, la façon avec laquelle le naturaliste arrive à adoucir cette bande un peu de gaillards combattants qui peu à peu s'intéressent à des espèces animales, végétales, etc. aux quatre coins du monde. En faisant des haltes tout simplement. Donc très très grosse et bonne découverte. Je connaissais Peter Weir pour notamment sa carrière australienne, pas hollywoodienne, avec, si je ne me trompe pas, parce que j'ai peur de me tromper, c'est bien ce qui me semblait, Le Plombier, que j'avais bien aimé, un film d'exploitation, Picnic en Hanging Rock, bien sûr, et Le Cercle des Poètes Disparus. Donc je n'ai toujours pas vu La Dernière Vague, ni Gallipoli qui a l'air très bien, pardon, et Les Voitures qui ont mangé Paris. Mais globalement, voilà, pour les deux films australiens de sa période, le téléfilm Le Plombier qui était très cool, même si assez simple, Picnic Hanging Rock qui était très sympa également dans le flou entre fantasme, rêve, réalité, illusion, etc. Très 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 étrange, mais fascinant et assez poétique. The Truman Show, malheureusement je l'avais commencé, je me suis endormi pour pas changer, mais il avait l'air quand même assez sympa. Et Le Cercle des Poètes Disparus qui était sympa mais dont je ne suis pas non plus un fan absolu. Donc clairement c'est une belle découverte que ce Master and Commander et ça me donne envie du coup de découvrir ce que je n'ai pas vu et que j'ai précédemment cité. Ensuite, autre grosse découverte et surtout gros coup de cœur, c'est plus à chaque fois des coups de cœur que des découvertes sur une plateforme, ça a été Que la bête meurt de Claude Chabrol. J'avais vu l'intro du film, enfin on avait vu avec Camille l'intro du film en analyse de séquence au lycée, la première scène tout simplement où l'enfant remonte de la plage avec son impair et où on voit un homme rouler très très vite en voiture jusqu'à la collision. Et donc cette histoire, tout simplement, c'est l'histoire d'un père dont le fils est tué par un automobiliste qui fait un délit de fuite et qui s'en va. Et son but va être de retrouver la voiture de l'accident ainsi que donc son conducteur pour se venger et tuer l'assassin de son fils, d'où le titre Que la bête meurt. Donc il y a un film déjà brésilien du même nom de 10 ans auparavant, si je ne dis pas de bêtises, début des années 60 ou fin des années 50, que je n'ai pas encore vu, mais qui a l'air très bien, avec le même postulat, la même histoire. Mais là, c'est la version de Claude Chabrol, donc film et cinéaste français. Chabrol, j'avais surtout vu L'Enfer, qui était très très bien, avec Emmanuel Béard et, je suis quand même le parrain de ton fils, François Cluzet, voilà.
Et donc, ça a été l'enclenchement sur la découverte du cinéma de Chabrol avec ce film-là qui m'a époustouflé en termes de tension, d'écriture, mais également d'interprétation. J'ai découvert Jean-Yann, que je connaissais de nom, ou vite fait comme ça dans des petits rôles ou via ses interventions à la radio. Et là, vraiment, en espèce de connard méprisable, ça se pose là. Surtout que là, du coup, en début d'année, je me suis fait Nous ne vieillirons pas ensemble de Piala, dans lequel il a un rôle tout aussi détestable. Donc, très très bonne découverte, et pour le cinéma de Chabrol, et pour l'interprétation de Jean-Yann, qui, je trouve, a un charisme et un côté magnétique qui est quand même assez éblouissant. Et voilà, par l'intelligence de cette écriture, de la montée en tension, du revirement de situation, et ce petit policier qui paye pas de mine et qui n'est pas non plus, qui veut pas péter plus haut que son cul, mais qui est bougrement efficace et qui rappelle que la France sait faire des polars, et franchement c'est top. Bon, et là le troisième coup de cœur de plateforme, que dire? Ben voilà, Mulholland Drive de David Lynch. On va y revenir après sur David Lynch plus tard dans la vidéo. Mais globalement, Mulholland Drive, c'est un film qui me faisait peur, pas dans le sens ah mon Dieu, c'est effrayant, même si le jumpscare derrière le diner fout quand même pas mal les fois. Mais non, c'était plus, je me disais, oulala, David Lynch, de ce que j'avais vu il y a longtemps au lycée, et de ce qu'on m'en dit, et de l'imaginaire collectif, ça a l'air d'être très compliqué à comprendre, assez perché, what the fuck tout le temps. Je sais pas si c'est ma cam, tout le monde m'en parle de Mulholland Drive en me disant c'est génial, mais du coup tous ces préjugés-là font que j'ai peur de me lancer dedans, j'ai peur de pas comprendre, de pas aimer, de me dire mince. Et j'ai passé le pas, et bon Dieu que c'était génial en termes d'ambiance, les thématiques soulevées, cette capacité qu'a Lynch à mêler mélodrame avec beaucoup d'insertion dans l'horreur, c'est quelque chose qui ne m'avait pas marqué quand j'avais vu Eraserhead et Lost Highway il y a fort longtemps, un peu plus dans Elephant Man, mais parce que le sujet s'y prête plus, par la difformité de John Merrick, mais vraiment par son cadrage, son montage, les nappes de musique, etc., il arrive à faire de Hollywood un endroit menaçant, froid, inquiétant, alors que normalement, Hollywood, dans l'imaginaire collectif, surtout en Europe, c'est oh là là, la ville superbe, strass, paillettes, etc. Et en fait, dans ce film, David Lynch nous montre tout l'inverse, tout l'arrière du décor d'Hollywood, où tout n'est que tromperie, maladie mentale, manipulation, faux semblants, etc. Et enfin, c'est incroyable. Je me suis pris une énorme tarte dans la gueule, donc ça me donne envie de voir les autres. Inland Empire, Une histoire vraie, Dune, bon, ça donne pas trop envie vu qu'il se fait pas mal conchier. Mais tous les autres films de Blue Velvet, Sailor et Lula, tous ces films de David Lynch qui ont l'air quand même incroyables. Vient ensuite les claques sur ordinateur, donc acquis de manière pas très légale, avec, et on reboucle avec Tardes de Soledad, La mort de Louis XIV d'Albert Serra, du coup que j'ai fait dans la foulée, que j'ai regardé quasiment dans la foulée de Tardes de Soledad. Eh ben que dire, Jean-Pierre Léaud, voilà. Non, en vrai c'est incroyable la façon qu'a Serra de détruire les idoles. C'est quelque chose que m'avait beaucoup expliqué Camille, qui lui pour le coup a vu tous les Serra, en me disant tu verras, il prend des figures sacrées d'un autre temps en général pour les déconstruire et les enlever de leur côté de divinité ou vraiment de personnages sacrés historiques.
Et là, avec la mort de Louis XIV, qui est quand même le monarque le plus illustre de la France, le roi Soleil, connu dans le monde entier, qui nous a offert Versailles, etc. Enfin, vraiment, c'est le roi français le plus connu, le plus prestigieux, avec ses qualités, ses défauts. On n'est pas là pour faire de la politique royaliste, etc. Mais dans l'image qu'il renvoie, c'était vraiment le dieu roi, on va dire. Enfin, le roi Dieu. Et là, arriver à l'humaniser à ce point dans des alcôves d'une chambre où les râles et l'obscurité annoncent une fin dramatique, banale et pathétique, où on l'entend grogner comme un vieillard basique, où les gens sont à son chevet et lors de son décès, de suite se jette sur sa dépouille en disant « on va l'analyser, c'est pour l'histoire, etc. » Donc le côté très intéressé une fois que la figure d'autorité n'est plus. Rabaissé un peu comme un animal un peu qui grogne allongé par terre en demandant avec le peu de force qui lui reste les indications, etc. Et on reste dans ce huis clos de chambre. Et c'est là où c'est très fort, c'est que la tentation aurait été de montrer les dorures, le palais de Versailles. Attention, regardez l'opulence du roi, que c'est beau, des costumes, de la lumière, des dorures, du mobilier luxueux. Non. Non, le seul élément que l'on voit du château, c'est ce que laissent entrevoir les bougies qui éclairent la chambre du roi. Et c'est tout. On est dans l'obscurité, on est dans la chambre du roi, et le spectateur assiste en même temps que ses disciples, enfin que ses sujets, à la mort du roi. Et c'est tout simplement fou d'immersion, de déconstruction, de choix quand même assez radical de mise en scène. Donc ça m'a donné envie de voir tous les autres Serra. Je pense que cette année sera le rattrapage intensif des Serra. Les autres, je les ai quasiment tous. Donc, très belle découverte. Jetez-vous dessus. Autre découverte que j'ai eu envie de voir grâce au travail de la chaîne Versus, qui en avait parlé dans un de ses très bons formats. Thriller A Cruel Picture, ou Crime à froid, normalement en français, de Bo Arne Vibenius. Bon, juste avec l'image comme ça, avec son cache-œil, vous vous doutez bien que c'est un film qui est inspiré. Donc ouais, on trouve dans ce Rape and Revenge tout le sel qu'a pu vouloir insuffler Tarantino dans ses films, notamment Kill Bill, où il y a une femme violentée qui va essayer de prendre son émancipation, retrouver les forces au fin fond de son âme pour tuer un à un les bourreaux, enfin ses bourreaux. Le film est assez spécial en termes de mise en scène. Il y a pas mal de va-et-vient entre dans la version que j'ai vue, insert porno, ralenti, pas forcément très esthétisé, mais quand même là lors des scènes de violence, et un rythme très lent. Donc c'est pas le film qui va vous prendre par la main, là où Kill Bill est très énergétique et ça s'arrête pas avec de la musique et papapam, c'est vraiment un roller coaster. Crime à froid prend beaucoup plus son temps, c'est de la vengeance beaucoup plus froide et quelque part ça va bien avec le titre français, ils ont bien joué dans la traduction de Crime à froid, on voit que c'est vraiment, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Là, tout prend le temps, que ce soit la mise en scène, le montage, appuyé, qui plus est, comme on l'a dit, par les ralentis. Et il y a un côté très esthétique et plaisant dans ce côté vengeance froide et dénuée d'émotion de ce personnage-là, avec une iconographie, mine de rien, qui fonctionne, ce cache-œil noir avec un long manteau noir, un fusil à canon scié et une voiture de course. C'est voilà, un peu dans le même acabit en termes de puissance visuelle que pouvait avoir La Femme Scorpion ou Les Menottes Rouges, où il y a quelques artefacts comme ça qui marquent la rétine du spectateur en disant « Ah oui, pam, cette fille-là, elle a ce manteau, ce chapeau pour... ça sourit. La Femme Scorpion, pardon. Un manteau rouge et des menottes rouges pour les menottes rouges, ou là, le cache-œil, etc. » C'est vraiment 2-3 exemples qui après marquent la rétine et qui font que le film reste quand même dans les mémoires. Je ne m'épancherai pas plus que ça, mais vraiment très bon film. Donc si vous aimez Kill Bill, si vous aimez un peu les films sombres d'Europe du Nord ou de l'Est, je ne sais plus, très bien, regardez-le. Et la dernière claque sur ordi, ah là là. Dupont-la-Joie, d'Yves Boisset.
Donc pareil, la pochette du film, c'est complètement con, hein, parfois on a des préjugés qui sont complètement illogiques. La pochette du film ne me donnait pas envie. Je me suis dit, ouais, de Pont la Joie, dessiné, ça avait l'air d'être un peu un nanar ou une comédie française pas folle. Puis j'ai regardé des textes sur internet de gens qui en parlaient, je me suis un peu renseigné sur quelle était l'histoire, et là je me suis dit, ouh, à mon avis, t'as été con de penser ce que tu pensais. Et ben c'est le cas. Que dire, c'est le camping, version La Traque de Serge Leroy. Non, c'est très intéressant, très bien, très puissant dans le nihilisme qu'infuse Yves Boisset dans son film. On suit tout simplement, comment il s'appelle, Jean Carmé, qui est un patron, qui est un cafetier parisien, et qui tous les ans a l'habitude de descendre dans le sud de la France, vers Nice ou Cannes, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, dans le sud, à côté de la mer, dans un camping. Ça fait 20 ans qu'ils sont au même endroit, ça fait 20 ans qu'ils ont les mêmes Dupont à côté et Martin de l'autre. Ça fait 20 ans qu'ils prennent le même emplacement, qu'ils ont les mêmes foires à la saucisse et concours de t-shirts mouillés. Enfin bref, on suit vraiment la France prolétaire et assez populaire, même s'il y a quelques nantis dans le lot. Et la fille d'un couple d'amis de Jean Carmé, cette année, a bien grandi et commence à avoir des formes de femme. Et quand je commence à vous introduire ça, vous commencez à voir où je veux en venir. Notre Jean Carmé est pris d'une pulsion, tente de violer cette fille, la tue, et pour ne pas perdre la face, fait porter le chapeau à des travailleurs marocains ou algériens, mais je crois que c'est des Marocains, dans un chantier pas très loin du camping, en disant mais de toute façon, je suis français, c'est des étrangers, on va forcément me croire. Et c'est le cas. Les gens vont le croire, et il va y avoir une espèce de vendetta entre les Français du camping et ces pauvres travailleurs immigrés sur ce chantier. Et la richesse du film et ce qui fait sa force, déjà, bon, c'est l'aspect nihiliste de tout son propos, et notamment de la fin, où elle vous laisse, si rien que d'en parler, là j'en ai des frissons, mais également l'intelligence qu'a Yves Boisset de montrer la complexité des interactions humaines, mais également la noirceur profonde de toutes les institutions. D'une part de la police, mais également de l'effet de masse. Et quand je vous ai dit c'est camping mode La Traque de Leroy, c'est vraiment, j'y ai trouvé la même puissance de filmer la masse humaine qui, lorsqu'elle devient unifiée, devient incontrôlable, et c'est l'escalade de la violence, un peu comme dans La Traque, où il y a des gens qui au début sont raisonnés et qui après, pris par l'effet de groupe, font des abominations. Et là c'est exactement pareil, avec le même fond de viol, mais avec par-dessus toute une intensité de racisme, etc. Et ce qui est très fort, c'est qu'en plus le film est sorti à l'époque où il y avait beaucoup de ratonnades en France, où le Front National ne faisait que monter. Et donc Yves Boisset a eu le courage de sortir ce film dans une période vraiment pas facile. Et donc rien que pour ça, le film mérite le visionnage, parce que ça laisse sans voix, et franchement c'est tout bonnement incroyable. Et vient le temps maintenant des claques Blu-ray, et ce qui est drôle, c'est que ces 3 films que j'ai achetés sans les avoir vus auparavant, en me disant ils ont l'air bien, je les achète, je verrai bien si je les aime. Et bien les 3, la preuve, sont dans mon top Blu-ray de l'année, mon top 3. Le premier que j'avais depuis très longtemps dans ma Blu-ray Tech, que j'avais acheté à la boutique, je ne sais plus comment elle s'appelait, à côté de Beaubourg à Paris, qui faisait des Blu-ray à 7 €, c'était génial. C'est Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. J'avais peur de ne pas aimer, parce que ma mère me l'avait survendu en me disant c'est magnifique, Itinéraire d'un enfant gâté, c'est génial, c'est magnifique, c'est un super film, c'est un super film, c'est un super film. Et je connaissais juste la scène du oh, je vais t'apprendre à dire bonjour. Ah, tu t'es étonné, tu ne devrais pas être étonné. Et donc je me suis dit bon allez, un jour ça m'a pris, je le regarde, chose que j'aime pas trop faire en général, c'est plus, je fonctionne plus au mood de là je suis dans un mood, j'ai envie de voir ça, je le lance. J'essaie pas trop de me forcer en me disant là, il faut que je vois ce film, donc je vais le lancer, parce que sinon je ne le verrai jamais. Parfois, je peux être très surpris, mais si je me lance dans un truc pour lequel je ne suis pas dans l'état d'esprit pour le regarder, parfois je peux avoir un peu des déconvenues.
Et donc là, ça a été un petit miracle que celui-là, puisque je l'ai commencé en me disant, bon, il faut que je le regarde. Et en fait, j'ai vraiment été emporté par cette aventure humaine et qui fait voyager aux quatre coins du monde avec des images sublimes, des chutes Victoria, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des scènes en Asie, en Amérique du Sud, sur des océans, des mers. Enfin, c'est incroyable déjà de voyage sensoriel avec des animaux, des paysages à couper le souffle. Mais ce qui est beau, c'est que le film ne part pas en démonstration, comment on pourrait dire, National Geographic, en disant on met des belles images et puis voilà, c'est tout. Il y a des belles images d'animaux et de paysages et voilà. Derrière, il y a une relation, un tissu humain magnifique qui se tisse entre Belmondo, ses enfants et Richard Anconina. Pour faire très simple pour ceux qui ne l'ont pas vu, Jean-Paul Belmondo était un gérant de cirque qui, suite à un accident de trapèze, si je ne dis pas de bêtises, arrête sa vie de cirque et se lance dans une entreprise de nettoyage qui gère énormément de villes dans le monde et décide un jour de partir faire la traversée solitaire de je ne sais plus quelle mer ou la route du Rhum ou je ne sais quoi. Disparaît, tout le monde pense qu'il est mort et Richard Anconina a pour but de le retrouver, finit par le retrouver et du coup on va suivre la vie de Belmondo qui veut revoir ses enfants par le biais d'Anconina sans montrer qu'il est toujours là, etc. Et donc tu as des scènes qui sont tout simplement magnifiques, notamment celle des enfants de Belmondo qui vont à la station-service où habitent Anconina et Belmondo, et où Belmondo se fait passer pour un vieillard un peu grimé pour pas que ses enfants le reconnaissent. Ses enfants pensent le reconnaître. On pense très certainement qu'ils l'ont reconnu, mais ils n'osent pas dire « papa, c'est toi ». Ils profitent de l'instant présent un peu, spécial, où et si cet inconnu, c'était notre père, et si au contraire, c'est juste le hasard des choses qui fait que cet homme ressemble énormément à notre père, et puis on se plaît à dire que c'est notre père parce qu'on pense qu'il est décédé, et du coup, ce vieux monsieur nous le rappelle. Il y a quelque chose de très beau dans ces échanges-là, qui m'a moi personnellement transporté et qui en font un film magnifique et qui me donne envie de voir les autres Lelouch parce que j'en ai pas vu beaucoup et celui-là était très beau et m'a vraiment transporté. Le deuxième, voilà, énorme claque, tac, je sais pas si on arrive à voir, voilà, Waterloo de Sergueï Bondarchuk, que dire. Que dire, moi qui aime les films de bataille, notamment Alamo, qui est mon film préféré, dont j'ai fait un original remake, etc., je voyais dans les scènes de classement les meilleures batailles qu'il y avait Waterloo et Guerre épée de Bondarchuk, ainsi que les Ran et Kagemusha. Ran, je l'ai déjà vu, scène de bataille incroyable. Kagemusha, je ne l'ai toujours pas vu, mais il a l'air tout aussi incroyable. Et arrive ce petit diptyque Waterloo et Guerre épée. Guerre épée, dont j'ai acheté le coffret ici. Tac, magnifique coffret Potemkin, que je n'ai toujours pas lancé parce que j'attends le moment opportun pour le lancer, vu que c'est un mastodonte qui fait quasiment 7 heures. Je veux être dans les excellentes conditions pour le voir, un peu comme le Tango de Satan, que j'ai également en Blu-ray. C'est vraiment deux mastodontes, et il faudra que je me chope le Napoléon d'Abelgance, mais voilà, c'est les trois films que j'ai en tête qui durent à peu près 7 heures et où vraiment il faut le lancer, je veux le lancer, je vais faire le cliché, mais un dimanche après-midi, le commencer à 13h après manger, le finir à 20h et vraiment avoir passé toute l'après-midi sur cette fresque historique. Et pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de caler ce visionnage et je me suis dit, Waterloo va être le parfait compromis. Eh bien oui, monsieur, oui. En termes de bataille, c'est fou. En termes de reconstitution, c'est dingue. En termes de nombre de figurants, c'est hallucinant. Soin apportés à la reconstitution, c'est tout bonnement bluffant. Bondarchuk est un énorme malade. Il a recréé la plaine de Waterloo quasiment à l'identique. Le déroulé de la bataille est également à l'identique. C'est anti-spectaculaire. On va dire, c'est pas de l'action à l'américaine avec de la musique, des moments épiques, les gros plans, etc. Non, c'est spectaculaire, mais à l'européenne, on va dire. C'est spectaculaire dans la maestria de sa mise en scène, les plans aériens, les travelling, les plans d'ensemble avec une armée innombrable, les charges de cavalerie, c'est incroyable. Mais l'intelligence de Bondarchuk, c'est de ne pas appuyer ça comme auraient pu faire les Américains, c'est-à-dire avec une musique derrière, etc. La musique du film, c'est la musique que jouent les troupes avant de charger. Point.
C'est pour ça qu'on est dans la bataille, on est dans la reconstitution. On a l'impression d'assister réellement à une bataille et pas à la mise en scène d'une bataille. Et ça, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui montre que Bondarchuk est un magicien de la caméra, un magicien de la reconstitution historique par les costumes, les armes, tout. Enfin, c'est incroyable. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, en fait, Guerre et Paix, avant même de le voir, je sais déjà que je vais adorer. Donc Waterloo, si les deux vous faisiez de l'œil et que vous voulez un film sur les guerres napoléoniennes avec un souffle épique et un aspect impressionnant, surtout pour l'époque, ne l'oublions pas, où il n'y avait pas de numérique, jetez-vous sur Waterloo, c'est juste dingue. Et la dernière belle découverte et grosse découverte Blu-ray, je la dois au solde Potemkin, l'incinérateur de cadavres. Que dire, ça aussi, l'incinérateur de cadavres de Juraj Herz, c'est le premier film que je vois de ce réalisateur, film qui me faisait beaucoup envie, juste par les images que je voyais, la réputation qu'avait le film. Et je me disais, mais faut le voir, faut le voir, faut le voir. C'est chose faite lorsque je l'ai acheté avec les soldes Potemkin. Je l'ai lancé 2 semaines après, et c'est incroyable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, encore une fois, sans trop vous spoiler, juste en vous donnant envie. Pour les plus lecteurs d'entre vous, dites-vous que c'est La mort est mon métier de Merle au cinéma. Pour ceux qui ne sont pas lecteurs et qui ne l'ont pas vu et qui ne connaissent pas l'histoire de ce film, c'est tout simplement un incinérateur de cadavres en Pologne, si je ne dis pas de bêtises, ou en Autriche, mais je crois que c'est en Pologne, qui travaille dans sa petite entreprise familiale, etc. Et qui, lors de la montée en puissance du nazisme et à l'avènement de la Seconde Guerre mondiale, un dignitaire nazi commence à lui rentrer dans le crâne qu'il aurait des origines allemandes et donc de facto qu'il serait nazi. Et donc, pris de ce lavage de cerveau un peu progressif, cet incinérateur de cadavres va commencer à complètement changer, même si dès le début il est assez bizarre. Je pense que c'est un des méchants les plus charismatiques et les plus effrayants du cinéma hors cinéma d'horreur, et même tout cinéma confondu, même s'il est détrôné par un dont nous allons parler après dans les découvertes de cinéastes de l'année. Regardez cette tête. Et toute la puissance de la mise en scène de Herz, c'est d'arriver à montrer par l'image la folie de cet homme qui arrive à confondre réalité et imagination, mirage, et il arrive à faire des ellipses dans le cadre qui sont assez éblouissantes. C'est-à-dire que il va acheter un cadre, dans une boutique. On reste sur le cadre d'un portrait de je ne sais qui. Et là, hop, on le voit accrocher le cadre chez lui. Et donc, avec un raccord mouvement, Herz arrive à joindre la boutique où il a acheté la peinture chez lui sans aucune coupe et de manière assez fluide, comme si la boutique et chez lui ne faisaient qu'un seul endroit, pour montrer un peu sa perte de repère physique, mais également après psychologique, puisqu'il va s'imaginer que ses proches lui disent des mots qu'il ne prononce en fait absolument pas. La prostituée qu'il va voir s'avère en fait être après sa femme, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et ce qui est magnifique aussi dans la mise en scène de Herz, c'est la capacité qu'il a à magnifier la mort et le temple de mort où travaille cet incinérateur, à la manière un peu d'un temple bouddhiste, c'est-à-dire tout est millimétré, parallèle, etc., mis en avant, déifié, et on voit vraiment la dévotion qu'a cet homme pour une quête qu'il pense divine, c'est-à-dire la quête de brûler de plus en plus de monde. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'approche du conflit mondial qui arrive, vous vous doutez bien vers où on se dirige, et c'est vertigineux d'arriver à voir le mal s'initier dans quelqu'un qui était de base un peu dérangé, mais assez banal et commun, comment il arrive à devenir de plus en plus fou pour aller vers la folie des folies, le crime ultime du siècle dernier. Donc c'est dévastateur, incroyable, particulier, ça ne vous laissera pas indemne et peut-être ça vous rebootera par la mise en scène, mais c'est incroyablement fort, et donc Juraj Herz, il faut que j'en vois plus parce que c'était dingue. Et donc maintenant qu'on a vu les chefs-d'œuvre pour moi sur les sorties ciné, le visionnage plateforme
le visionnage ordi et le visionnage Blu-ray, vient maintenant mon top 3 des découvertes ou redécouvertes de cinéastes. Donc dans un premier temps, il y en a 2 dont j'ai parlé, enfin les 3 j'en ai parlé précédemment, mais lesquels? Le premier, on va aller crescendo, ça a été Chabrol. Comme je disais, j'avais vu que l'Enfer, que j'avais adoré. Et d'ailleurs, là, j'ai emprunté l'Enfer selon Henri-Georges Clouzot, donc qui n'est pas de Chabrol, mais qui montre les rushs d'époque, etc. Et qu'est-ce que voulait faire Clouzot avec l'Enfer, et chose que Chabrol a plus ou moins pris beaucoup de liberté dessus. Donc j'avais vu que l'Enfer et j'ai découvert du coup que La Bête meurt dont j'ai parlé et également Le Boucher que j'ai adoré avec toujours le même Jean-Yann. En termes de tension, c'est incroyable. En termes de puissance d'écriture et de précision, c'était dingue. Et donc j'ai été agréablement surpris parce que l'Enfer, il y avait des incartades un peu étranges avec des coupures son, un montage un peu et des ellipses qu'on ne comprenait pas trop, mais c'était un peu pour montrer la perte de contrôle du personnage de François Cluzet. Et alors là, c'est un peu plus académique, mais bougrement efficace dans la montée en tension. C'est fou. Là, avec les 3 que j'ai vus de Chabrol, que ce soit l'Enfer, je vais y arriver, que La Bête meurt et Le Boucher, quelle maîtrise d'écriture et de montée en tension et de maîtrise de la dramaturgie, vraiment. Connement, pareil, je pensais que Chabrol était un ciné... Enfin, qu'on mettait avec Romer, etc., dans la Nouvelle Vague. Et pendant longtemps, je disais, oh, flemme, parce que j'ai un peu de mal avec le cinéma de Godard, même si je respecte, etc. Antoine Goya, ne m'insulte pas. Mais j'ai toujours eu un peu de mal, et je me disais, oh là, et toute la clique, c'est entre guillemets un peu pareil. Alors que non, il y a des spécificités. Et putain, Chabrol, tout bonnement incroyable. Le deuxième dont j'ai parlé, roulement de tambour, Yves Boisset, qui, là j'ai mis que Dupont-la-Joie du coup dans le top, mais après j'ai regardé Allons enfants qui m'a mis une énorme claque, ensuite j'ai regardé RAS qui m'a remis une énorme claque, ensuite j'ai regardé Le Prix du danger qui m'a mis une énorme claque, ensuite j'ai regardé Canicule, la claque était moins présente et importante mais tout aussi bien. Et ce qui me fascine dans l'œuvre de Boisset, qui me donne envie d'aller encore plus loin et d'en regarder d'autres, c'est le talent qu'il a pour dépeindre la société française et ses institutions. Dans Allons enfants, c'est les instructeurs militaires qui n'hésitent pas à casser les élèves psychologiquement, physiquement, à avoir des têtes de Turcs pour les amener à la guerre. C'est un peu le Full Metal Jacket à la française. Et d'ailleurs, il y aura peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur Allons enfants, qui est un peu le Full Metal Jacket français. Dans RAS, qui va aussi avoir une vidéo, mais là ce sera dans un Talaref, encore une fois en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez l'idée de qu'est-ce que peut être la ref cachée dans RAS. Il s'attaque à l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Encore une fois, le film est sorti peu de temps après la guerre d'Algérie, donc ça montre le courage de Boisset de sortir les films à l'heure et pas en retard, comme disait notre cher Jean-Baptiste Toré en parlant de Steven Spielberg, où il disait que Le Pont des Espions, il me semble, ou non, Pentagon Papers, c'était un film en retard. C'est-à-dire qu'à l'époque où Pakula faisait, entre autres, Pakula faisait des films complètement paranoïaques sur le Watergate, etc., les écoutes présidentielles, et Spielberg faisait Jaws. Et avec 50 ans de retard, du coup, il se dit « Ah, si je reprenais le cinéma paranoïaque, t'as loupé le train, petit. » C'est ce qu'il voulait dire. Là, pour le coup, c'est absolument pas le cas d'Yves Boisset. Le train, il est à l'heure et bien plus qu'à l'heure. Et c'est ce qui est d'autant plus fascinant, c'est ça. C'est d'arriver à, même s'il y a eu un peu de censure, etc., c'est d'arriver à proposer ce genre de film très acerbe sur la société française et les institutions. Et encore, je crois que c'est un Condé de lui qui parle là pour le coup de la police. Enfin bref, il s'attaque à toutes les strates. Le Prix du danger incroyable sur le monde de la télévision qui a été pompé après par Running Man. Enfin, vraiment, il a une capacité assez folle à dresser des tableaux assez noirs, donc assez manichéens, mais tout aussi fascinants et très intelligents dans la manière d'être manichéen. C'est un peu contradictoire, mais bref, c'est fou. Donc si vous ne connaissez pas Yves Boisset, tout ce que je vous ai dit là, jetez-vous dessus parce que c'est juste incroyable. Et le dernier, voilà, c'est malheureusement lui qui a ouvert l'année
des décès cinématographiques l'année passée, en gros décès cinématographiques, mais David Lynch a été ma découverte de l'année en tout point. J'en ai parlé avec Mulholland Drive en disant que c'est un cinéaste qui m'effrayait parce que je me disais, j'ai peur de ne pas avoir toutes les clés, j'ai peur de ne pas comprendre, j'ai peur que ça me laisse un peu en dehors parce que j'avais eu cette mauvaise expérience avec Eraserhead et Lost Highway, mais je pense que je les avais vus un peu trop jeunes et du coup pas la même sensibilité que maintenant et j'avais eu énormément de mal et je m'étais dit oh là là, si c'est ça Lynch, mon Dieu, je vais avoir beaucoup de mal à voir les autres films. Et il y a eu le déclencheur. Merci Camille, tout simplement. Merci Camille, mille fois merci de m'avoir encouragé à regarder. C'est fou parce que Twin Peaks, plus que tous les autres films de Lynch, pour moi c'était l'acmé de c'est pas pour moi. J'avais cette image de série très opaque, très incompréhensible, qui allait partout et nulle part à la fois, où c'était très compliqué de s'accrocher. Enfin, vraiment, il fallait être entre guillemets parmi l'élite, hein, voilà, pour comprendre ce que Lynch veut dire. Hein. Et finalement, quelle claque, quelle énorme claque. Et je pense que le mastodonte qu'a été, et ce serait pour le coup la découverte de l'année, le coup de cœur, la claque intersidérale de l'année, c'est Twin Peaks, saison 1, 2, 3 et Firewalk With Me. C'est le genre d'œuvre qui vous hante des mois et des mois, des semaines, des jours, des heures, des mois. Pas encore des années puisque je l'ai vu cette année, mais je pense que ce sera le cas. Il arrive à insuffler un brillant mélange de mystère, d'horreur profonde. Quand je vous disais que lui, c'était le méchant over the top du cinéma, en fait, le gagnant, c'est qui? C'est Bob. Ce mec est effrayant. Et toute la puissance qu'a Lynch, c'est d'arriver à dégager une horreur viscérale, une odeur qui vous transperce enfin, cet homme, quand il apparaît, vous terrifie juste par sa présence et sa figure. Pas de musique ultra pompeuse par-dessus, pas de jumpscare, juste un visage, une gueule et de la mise en scène. Et pour ces deux éléments, je pense, et il est très souvent oublié, et je trouve ça scandaleux, Bob est le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Par la part de mystère qu'il a, par son côté très ambivalent et jeu de dupe, par sa non-présence aussi, puisque Bob, on le voit, mais pas non plus comme on voit des fois des méchants pendant tout le long d'un film. Là, il arrive de manière sporadique, mais chaque fois qu'il est là, les interventions vous glacent le sang, tous les revirements de situation par rapport à lui, je pense que je m'en suis toujours pas remis. Et globalement, c'est la découverte de l'année qui du coup après m'a donné envie de voir Mulholland Drive que j'ai adoré et qui du coup m'a donné envie de voir Inland Empire, comme je vous ai dit tout à l'heure, etc., tous les Lynch. Et ce qui est frappant, c'est à quel point finalement je me faisais tout un monde d'un univers qui, même si parfois on ne le comprend pas, à quoi bon on ne le comprend pas? On le ressent. Et pour le coup, je rejoins ce que disait Reggie, même si je ne suis pas trop fan du youtubeur, dans son vidéo club Combini, où il disait parfois on a tendance un peu trop à oublier que le cinéma, oui ça se comprend parfois, ça peut s'intellectualiser, putain décidément, pardon, mais ça se ressent aussi. Et parfois il y a des films, on ne comprend pas tout.
y a des choses qui nous échappent. Des fois, on est là en mode « Ouah, j'ai pas trop compris ». Mais ça nous fait ressentir tellement d'émotions et de perte de repères et de questionnements que c'en est tout aussi excellent. Et j'en ai pour, on va dire, exemple, la saison 3 de Twin Peaks. Autant la première et la deuxième saison, on part sur des bases assez compréhensibles. Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore Twin Peaks, jetez-vous dessus. Et pour faire simple, très très simple, l'histoire, on suit dès le premier épisode la découverte du cadavre de Laura Palmer, qui est un peu la queen de l'école de sa ville, la femme parfaite, etc. Aux yeux de tous, oh là là, l'ange parti trop tôt. Et un agent du FBI, Dale Cooper, arrive sur place dans cette petite bourgade du nord des États-Unis, du nom de Twin Peaks, pour y mener l'enquête. Et très rapidement, on voit qu'il a des méthodes d'investigation très particulières, très énigmatiques, mais pour le coup, bougrement efficaces. Et donc les 2 premières saisons, même s'il y a des inserts un peu de paranormal et de choses très particulières, l'histoire arrive quand même à être suivie et on se dit « Ah ouais, ok, c'est bon, c'est un peu perché, mais j'arrive à comprendre tout l'univers de la série. Dans les grandes lignes, j'arrive à tout suivre. » Arrive ce film-là, qui rebat pas mal les cartes, avec le climax, je pense, de l'histoire du monde télévisuel et cinématographique confondu, c'est-à-dire que Lynch nous donne rendez-vous dans 25 ans, et bien 25 ans après, il sort Twin Peaks The Return. L'audace qu'il faut pour faire ça et arriver à prendre le spectateur complètement à contre-pied avec une saison 3 qui ne ressemble absolument pas aux 2 premières et au film, et qui, pour le coup, au début, m'a laissé extrêmement perplexe. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis fan des 2 premières saisons et du film. Là, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est très particulier. Et petit à petit, le mood de la série revient, mais il y a le chaînon de l'épisode 8 où on pensait tout comprendre et d'un coup, 50 minutes de cinéma expérimental qui laisse sans voix. Là, je me suis dit, ok, Lynch, taulier, parce que avoir fait le pari de faire une œuvre qui s'étale sur 30 ans avec 2 séries, puisque techniquement elles sont comptées plus ou moins comme 2 séries à part entière, Twin Peaks et Twin Peaks The Return. Un film, arriver à séparer les deux de 25 ans, revenir en coupant toutes les attentes du spectateur, en ne tombant absolument pas dans le fanservice, en proposant quelque chose de complètement différent et en se faisant plaisir avec des épisodes certes très exigeants mais libres d'une manière, je pense qu'on n'a jamais vu autant de liberté à la télévision que l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks, qui est en fait respect éternel pour Lynch. Et clairement, c'est la série, l'œuvre, parce que c'est même pas qu'une série, Twin Peaks, c'est une œuvre, un puzzle géant. C'est ma découverte, ma claque de l'année, et du coup ma redécouverte et découverte de cinéaste de l'année avec David Lynch. J'ai même pas suffisamment les mots pour, comme ça en plus de but en blanc je suis plus à l'aise quand j'écris et qu'après je retranscris à l'oral. Mais à chaud, les superlatifs me manquent pour dire à quel point il y a eu un avant et un après Twin Peaks dans mon année cinéma et même dans ma vie de cinéphile. C'est un mastodonte de la télé et du cinéma qui me faisait peur et finalement que j'ai pris, on va dire, à bras le corps. Et je regrette absolument pas parce que bon sang, c'était génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de voir les films dont je vous ai parlé en découverte ou redécouverte, les cinéastes également dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît et que vous aimeriez voir du coup toutes les nouvelles années. Je trouve ça un peu plus sympathique personnellement que les habituels top 10, flop 10 que font, on va dire, la plupart des confrères sur YouTube, où il y a souvent en plus toujours plus ou moins les mêmes films qui reviennent. Et là, vu que, on va dire, ma cinéphilie a pas mal évolué du cinéma, plus après vers le Blu-ray, les plateformes sur l'ordinateur, etc.,
Donc plus aller dans les retranchements de l'histoire du cinéma et moins sur l'actualité. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que je vous ai donné envie de voir ou revoir ces films, découvrir ou redécouvrir ces cinéastes? Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment le prochain gros concept de la chaîne qui sera sur le regretté 12 Kawa avec le premier volume de notre nouveau format Rap et Cinéma. Sur ce, ciao ciao!